Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce Mon Petit Entretien spécial du 4 avril 2018. J'aimerais me présenter tout d'abord. Mon nom est Jérémy Dufourdinel. Je suis diplômé tout récemment de la session dernière en sciences humaines, profil monde avec mathématiques au Cégep Édouard-Montpetit ici. Je suis âgé de 19 ans. Je me suis présenté à la dernière élection municipale à Longueuil en tant que conseiller municipal. Et présentement, je suis étudiant à la mineure en arts et sciences à l'Université de Montréal. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, M. Jean-Martin Hossan, pour son livre « La fin des exils, résister à l'imposture des peurs ». M. Hossan, vous êtes né en 1970 à Sorel. Vous détenez un diplôme d'études collégiales en sciences au Cégep de Trois-Rivières. Vous avez également étudié à l'Université Laval où vous détenez 2 baccalauréats, soit un en administration des affaires et un second en actuariat. Vous avez également étudié à l'Université de Montréal, où vous détenez une maîtrise en sciences économiques, et vous avez été étudiant au doctorat à l'Université autonome de Barcelone, en Espagne. Juste pour préciser, j'ai étudié en actuariat, mais je n'ai pas le baccalauréat. Ah, parfait. Pas de fake news aujourd'hui. Bon point. Également, si je ne me trompe pas, je peux vous laisser débuter là-dessus brièvement. Je pense que vous avez fait également des études en musique. Oui, en fait, la musique, c'est ce que j'ai étudié le plus longtemps dans ma vie. J'ai fait 10 ans de piano classique. C'est encore ce que j'aime le plus faire. Dès que j'ai un petit peu de temps, je vais à mes claviers composés. Parfait. Vous avez fait également carrière dans le milieu financier international. Vous avez été élu pour la première fois député de Nicolet-Yamaska pour le PQ, une circonscription provinciale. Vous avez claqué la porte du Parti québécois en 2011 parce que vous disiez que le Parti québécois était davantage orienté vers de l'électoralisme que la revendication de l'indépendance. Et vous avez dès lors siégé comme indépendant. Vous avez fondé en juin 2011 Option nationale, un parti progressiste et indépendantiste, dont l'article premier était d'ailleurs l'indépendance. Vous avez reçu l'appui de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau, dont vous êtes le fils spirituel, selon, je pense, M. Parizeau lui-même, et les médias qui ont couvert la chose. Également, en 2012, vous avez été défait lors de l'élection générale lorsque vous êtes présenté pour Option nationale, dont vous avez été le chef jusqu'en 2013. Vous avez été défait dans la circonscription de Nicolet-Bécancour. Vous avez décidé de quitter la vie politique en 2013 pour des raisons familiales, parce que vos enfants étaient jeunes, vous vouliez être auprès d'eux, vous vouliez garder le fort avec eux. Et vous êtes exilé par la suite à Londres, où vous avez travaillé pour la Morgan Stanley Capital International, une entreprise de services financiers. En 2015, vous êtes revenu au Québec. Vous avez été nommé directeur du chantier de l'économie sociale. Et vous avez fait en 2016 la tournée de consultation citoyenne « Faut qu'on se parle », notamment avec Gabriel Dubois et bien d'autres. Vous avez également été pianiste en 2016 pour le collectif Légende d'un peuple. Et en février 2018, vous avez été nommé conseiller spécial pour Jean-François Lisée, chef du Parti québécois et chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec. Vous êtes maintenant candidat à l'investiture du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles. Or, Monsieur Hossan, je vous souhaite la bienvenue au Cégep Édouard-Montpetit. Merci. Et merci d'avance pour de vous prêter à cet exercice du Mon Petit Entretien. Pour le bénéfice de tous ici présents, j'aimerais d'abord vous expliquer le déroulement de l'entretien. C'est-à-dire que nous allons débuter avec un entretien davantage formel où il y aura une séance de questions-réponses entre M. Hossan et moi. Par la suite, nous allons procéder à des questions des membres de l'auditoire. C'est-à-dire que vous allez être invité à vous présenter au micro pour formuler des questions à M. Hossan. Nous irons à tour de rôle avec les micros. Également, à la fin de cet entretien, nous procéderons à un tirage de 3 exemplaires de La fin des exils, l'ouvrage de M. Hossan. Et c'est une gracieuseté de la librairie coopérative du Cégep Édouard-Montpetit. Et d'ailleurs, vous disposez d'un rabais de 25% à l'achat de ce livre à la librairie coopérative. Sans plus tarder, M. Hossan, j'aimerais vous questionner d'abord sur des questions un petit peu plus biographiques. C'est-à-dire que vous avez poursuivi de nombreuses études en économie, mais pourquoi avoir poursuivi des études en économie? Est-ce davantage parce que vous aviez une affinité avec la science économique ou parce que vous, déjà, plus jeune, vous y perceviez une certaine utilité au niveau politique? Il y a peut-être 2 volets à cette question-là. En fait, il y avait un volet d'inspiration. J'aimais beaucoup M. Parizeau de mon jeune âge. En fait, j'ai été initié à Jacques Parizeau quand j'avais 10 ans. C'était le premier référendum en 1980. Personne n'était né ici. Mais j'avais 10 ans lors du premier référendum, puis je remarquais déjà Jacques Parizeau, beaucoup plus que René Lévesque. René Lévesque a été admiré par tout le monde, puis à raison, c'était un homme formidable. Il n'y en aura plus des comme lui, je pense.
Mais moi, c'est plus M. Parizeau avec son pragmatisme et sa rigueur intellectuelle qui me fascinait. Et je savais évidemment qu'il était économiste, puis j'ai même, je pense, été appelé à étudier à l'étranger un peu par mimétisme envers Jacques Parizeau, qui avait aussi étudié en France et en Angleterre. Et la deuxième raison, c'était la paresse. Parce que j'avais de la facilité en mathématiques et si j'étais à refaire, peut-être que j'irais en musique, en fait, au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat, je ferais tout ça en musique. Mais à l'époque, je me disais qu'il y en a 1 sur 1 million qui peut vivre de sa musique et que ce serait peut-être pas moi. Donc, je n'ai pas risqué de me lancer en musique. Puis, je suis allé dans ce qui était facile pour moi, qui était les méthodes quantitatives. Et j'ai abouti en économie. Parfait. Vous avez abordé M. Parizeau comme quoi c'était un modèle pour vous. Et on sait très bien que M. Parizeau était un indépendantiste. Il a été notamment ministre, chef du Parti québécois. Or, ma question est, d'où viennent vos convictions indépendantistes? La famille a aidé, en fait. Vous le vivez sans doute dans vos familles, si c'est une famille fortement souverainiste ou fortement fédéraliste, la corrélation est assez forte, en fait, que les idées de départ, au moins des enfants, soient dans le même sens que les parents. Et mon père et ma mère étaient souverainistes tous les deux, leur famille aussi. Donc, évidemment, j'ai grandi dans un sérail plutôt souverainiste et nationaliste. Puis par la suite, quand je me suis mis à y réfléchir plus formellement ou plus objectivement, chaque fois que je lisais quelque chose là-dessus, ça renforçait mes convictions souverainistes parce que j'ai jamais trouvé un argument fédéraliste qui tienne la route. Autre que j'aime le Canada. Donc, s'il y en a ici qui sont attachés sentimentalement au Canada, ça, on ne peut pas argumenter là-dessus, on ne peut pas essayer de changer cette émotion-là. Mais les gens qui votent non à un référendum, c'est rarement par amour pour le Canada, c'est toujours parce qu'ils craignent quelque chose ou il y a une incertitude ou il y a un questionnement sur un ou l'autre des aspects de la souveraineté. Et ça, quand on regarde formellement, il n'y a pas d'argument qui tienne la route contre la souveraineté. Donc, à chaque fois que je lisais là-dessus, ça renforçait mes convictions. Parfait. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur votre ouvrage, qui est un petit peu à mi-chemin entre un essai factuel et un manifeste revendicateur. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes assez précis, accessible, vous vous fondez sur des faits pour revendiquer la position indépendantiste, la gratuité scolaire, l'économie sociale, etc. Or, j'aimerais commencer par vous citer, si ça ne vous dérange pas trop, avec votre titre évocateur « La fin des exils, résister à l'imposture des peurs ». Sur le 4e de couverture, on peut voir le paragraphe suivant. Le mot « exil » évoque généralement une exclusion forcée de son milieu d'appartenance. Mais les peurs non fondées, en particulier celles liées à l'économie, sont aussi une forme d'exil, intérieur ceux-là. En détournant du bien commun, ils empêchent les sociétés d'évoluer vers leur plein potentiel. Ma question est donc la suivante. Vous dites que ces peurs non fondées, principalement liées à l'économie, nous détournent du bien commun. Or, est-ce que je peux vous demander comment ces peurs nous détournent du bien commun? Bien, la souveraineté en est le meilleur exemple. Parce qu'à mon sens, si le Québec était souverain, il prendrait lui-même, évidemment, plusieurs décisions qu'il fait prendre en son nom par d'autres en ce moment. Et prenant lui-même ces décisions-là, c'est sûr que ce serait mieux aligné avec ses intérêts, ses forces, ses objectifs. Et donc, l'intérêt collectif serait mieux servi par un Québec qui prend lui-même toutes ses décisions. Donc, le fait que certaines personnes votent non par peur ou par incertitude face à la souveraineté, ça fait en sorte qu'on ne prend pas nous-mêmes nos décisions optimales. Donc, c'est un exemple très précis, en fait, d'un exil collectif, en fait, de se dire qu'on a un peu peur de ce que ça pourrait être et de ne pas sauter dans ce train-là et de finalement faire prendre des décisions pour nous qui ne sont pas optimales pour l'avenir du Québec, pour les collectivités, quelles qu'elles soient. Donc, c'est vraiment un exil qui est politique, mais qui, en bout de ligne, est économique aussi. Et c'est sûr que si le sous-titre là, résistait à l'imposture des peurs, si on n'avait pas peur de ces incertitudes-là, je pense que le oui aurait passé 80, je ne sais pas, mais en 95, il n'y a aucun doute. Et ça va arriver un jour, moi j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça que je remilite en politique et que j'avais hâte d'y retourner depuis le jour où j'ai dû prendre la pause pour les enfants, comme vous le mentionniez. Mais ces peurs-là, il faut les combattre parce qu'elles sont souvent fondées sur des mensonges ou des arguments à tout le moins faibles. Puis il y en a une série dans le livre, on pourra en reparler tantôt. S'il y en a parmi vous qui ont des questions sur la souveraineté, qui doutent d'un ou l'autre des aspects, j'aimerais beaucoup que vous me posiez la question parce que formellement ou factuellement, il n'y a pas vraiment d'objection à la souveraineté, autre que, comme je le disais, le fait qu'on aime le Canada puis qu'on se sent canadien. Moi, j'ai rencontré des gens qui voulaient que le Québec devienne américain aussi. Tous les goûts sont dans la nature. Il y en a peut-être qui voudraient qu'on soit scandinave aussi puis qu'on soit annexé au Danemark. Donc, on a tous nos envies là-dessus, mais en bonne majorité, les Québécois se sentent d'abord québécois. Et il y en a beaucoup qui ont voté non par une peur, à cause d'une peur ou d'une crainte quelconque qu'il faut vraiment déboulonner, en fait. Au début de votre livre, vous abordez une définition négative de la vraie politique.
C'est-à-dire que vous tentez de définir la vraie politique par ce qu'est la fausse politique. Vous dites que la fausse politique, c'est de veiller aux intérêts individuels avant de veiller aux intérêts collectifs. Vous dites que de ne pas adopter de position ferme pour s'identifier auprès de l'électorat, c'est de la fausse politique. Vous dites également que le clientélisme politique, c'est-à-dire de prendre l'électeur pour un client, que ce soit à travers les services offerts par l'État ou tout simplement de percevoir l'électeur comme le candidat à l'élection comme étant son employé. C'est-à-dire que l'électeur se conçoit lui-même comme un client et que les partis politiques le conçoivent lui comme un client. Or, je voudrais vous demander, mais qu'est-ce que concrètement la vraie politique? Bien, c'est tout le temps voir à l'intérêt collectif plutôt que des intérêts particuliers, vous l'avez mentionné, et de se définir aussi clairement dans nos valeurs et dans nos objectifs puis dans les idées qu'on a pour le Québec. Et ça ne veut pas dire de tout le temps répéter à la population ce qu'elle veut entendre. Un sondage pour savoir la priorité du monde, c'est très utile pour faire des politiques publiques qui vont leur plaire. Mais si on s'en tient qu'au sondage pour savoir ce que les gens veulent entendre, le meilleur premier ministre, ce serait un robot qui fait des sondages et qui calcule c'est quoi la politique. Donc, ça prend toujours des leaders, hommes et femmes en politique, pour dire voici, à mon sens, la meilleure idée pour l'avenir du Québec. C'est peut-être pas la majorité qui pense ça pour l'instant, mais voici pourquoi vous devriez penser ça et expliquer par des arguments pragmatiques pourquoi l'idée est bonne pour l'intérêt collectif. Et il y a plein d'idées comme ça, plein de politiques publiques à travers dans l'histoire du Québec qui étaient à l'origine peut-être pas voulues par tout le monde parce qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. Et une fois qu'on démontre les avantages d'une idée et que la population comprend les avantages, bien, tout le monde la veut ensuite. Donc, c'est ce principe qu'en politique, il devrait y avoir des leaders avec des idées qui sont peut-être pas au sommet des sondages au moment où on les émet, mais qui ont fortement à cœur ou comme objectif l'intérêt collectif. Et le fait de se définir aussi, c'est très important. Ceux qui se définissent par ce qu'ils ne sont pas en ce moment, parce que c'est pas rare qu'on entend les politiciens dire « je suis ni de droite ni de gauche », je suis ni souverainiste, ni fédéraliste. Ça, c'est vraiment pour déplaire à personne. Mais on en finit qu'on plaît à personne non plus. Donc, si tout le monde avait le courage de se définir clairement dans ses valeurs et dans ses objectifs pour la collectivité, et que les électeurs et électrices voyaient tous les partis qui se définissent clairement, bien, je pense que les gens se réintéresseraient à la politique et le taux de participation aux élections monterait assez fortement. Parce qu'en ce moment, quand on voit des politiciens qui se défilent, ils essaient de ne pas se définir pour déplaire à personne, c'est pas très enthousiasmant comme activité d'aller voter pour le meilleur défileur, finalement. Donc, si tout le monde assumait ses valeurs et assumait aussi le choix de l'électorat, parce que c'est pas dit que tout le monde va être d'accord avec nous quand on édicte clairement nos idées. Et ça s'appelle la démocratie. Donc, ceux qui ont le courage de leurs convictions, qui les présentent et qui ne sont pas élus, c'est comme ça que ça fonctionne, le système. Moi, en 2012, je m'étais présenté avec le parti nouvellement fondé, qui était fortement souverainiste, dans un comté nationaliste, mais pas si souverainiste que ça. Puis j'ai perdu mon siège, mais je préférais ça au fait de dire que je n'étais pas trop souverainiste pour essayer de gagner mon siège, parce que c'est ça qui m'amenait en politique. Et je pense que le jour où tous les hommes, toutes les femmes qui sont en politique vont avoir cette clarté-là et ce courage-là, je dirais, de présenter leurs idées, les gens vont se réintéresser à la politique. À ce sujet, vous abordez également les manœuvres partisanes, les manœuvres davantage, les stratégies, les tactiques orientées davantage vers la prise du pouvoir, comme le clientélisme politique, par exemple, ou orienter ses points de vue selon les tendances des sondages. Or, est-ce que ces manœuvres-là, qui sont orientées davantage vers la prise du pouvoir, ne sont pas inhérentes aux partis politiques? Et je m'explique. Un parti politique, bien qu'il y ait pour perspective d'appliquer une idéologie, d'exercer le pouvoir dans une certaine perspective, mais pour pouvoir l'exercer, ça dépend nettement du fait de s'il prend le pouvoir. Or, c'est comme si la prise du pouvoir, pour un parti politique, avait préséance sur l'exercice du pouvoir. Donc, est-ce que ces manœuvres-là, partisanes, électoralistes, clientélistes, ne sont pas inhérentes à la notion même de parti politique? Je pense que oui, comme dans tous les domaines, en fait. En politique, c'est sûr que quand on a une idée, elle peut être bien établie, mais la façon de l'exprimer, de l'expliquer peut changer la perception de la population. C'est sûr qu'on aura toujours besoin de bons communicateurs qui peuvent proposer une idée de façon positive, plus que quelqu'un qui arriverait avec les mauvais arguments ou les mauvais penchants d'une idée quelconque. Mais c'est la même chose dans le domaine de l'enseignement. Si vous avez des professeurs qui sont extrêmement bons communicateurs, ça va vous intéresser davantage et sans doute vous inciter davantage à rester sur les bancs d'école que si c'est des professeurs qui s'expriment mal, qui sont inintelligibles dans leurs propos. Et la même chose, un médecin qui communique une nouvelle médicale à un patient peut influencer la perception du patient sur sa maladie, sa possibilité d'en sortir, de guérir, etc. Donc, dans tous les domaines professionnels ou même dans tous les métiers, la façon d'exprimer un message est extrêmement importante sur la façon dont l'autre personne le perçoit. Puis en politique, c'est clair que c'est
Je dirais que c'est central à la chose parce qu'on veut intéresser des gens à des idées, on veut les convaincre du bien fondé des idées. Donc, si on n'est pas capable de bien les communiquer, ça part mal. Donc ça, ce sera toujours indissociable d'une politique publique donnée, de vouloir l'exprimer de façon positive ou de montrer ses avantages, sans cacher ses inconvénients, mais de savoir faire un bon plan de communication pour ça, ce sera toujours incontournable, je pense, et je pense que c'est normal, en fait, comme dans tous les domaines. Parfait. Dans un certain chapitre, vous abordez la position d'extrême-centre. Vous relevez que l'extrême-centre, la position d'extrême-centre, c'est une position stérile. C'est une position sans conviction. C'est une position plus ou moins claire, avec des positionnements ambivalents. Vous considérez que c'est un manque de respect auprès de la population, parce qu'on ne revendique pas des idées claires, des positions claires, qui facilitent le choix des électeurs, un choix éclairé, justement. Et qui, en quelque sorte, ça fait fuite au débat politique, aux réflexions politiques. Mais est-ce que le centre, ou cet extrême-centre-là, c'est pas plutôt le fait de reconnaître qu'il existe des bonnes idées à gauche, des bonnes idées à droite, des bonnes méthodes d'organisation à gauche, des bonnes méthodes d'organisation à droite, et de prendre juste le meilleur là-dedans? C'est-à-dire, tantôt en économie, on pourrait appliquer un principe de droite, alors qu'en environnement, on pourrait appliquer un principe de gauche. En fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire la moyenne de plein de positions puis dire on est au centre. Sur chaque position donnée, on est pour ou contre pour telle ou telle raison, on est plus à gauche ou à droite, et ça, c'est très bien de prendre les meilleures idées dans tout ce qu'il y a, d'avoir un bouquet d'idées, c'est très bien, mais de toujours être entre les deux pour ne pas trancher le débat ou pas se faire réprimander par la gauche ou la droite dans chaque question, c'est là qu'il y a une certaine lâcheté puis un certain manque de respect pour l'électorat de ne pas vouloir dire « moi, je suis d'accord avec ça pour telle raison ». Et ça, c'est fort différent que de dire « je vais prendre une idée de gauche dans tel domaine et une idée de droite dans tel autre domaine ». Ça, je pense que c'est une bonne idée de prendre toujours ce qui est le plus porteur dans chaque débat, mais de toujours vouloir être ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait un certain premier ministre, c'est pas très porteur, ça n'encourage pas les gens à s'intéresser à ça. Parfait, mais ce centre-là, est-ce qu'il ne favorise pas davantage le pragmatisme qu'une gauche résolue à être de gauche et une droite à être résolue de droite? Bien, c'est-à-dire qu'il faut définir le centre. Si le centre veut dire modération ou équilibre, dans un certain débat, ça c'est bien, mais le centre tel que j'en parle dans le livre, c'est de jamais vouloir se définir ni de gauche ni de droite, ni fédéraliste, ni souverainiste, comme je le disais, ni pour la charte, ni contre la charte, ni pour telle chose, ni contre telle chose. Ça, je trouve que c'est un certain manque de courage de dire ce qu'on pense vraiment. Et je suis encore persuadé, je le disais tantôt, le jour où toutes les candidates auront le courage de dire ce qu'elles pensent, ou tous les partis auront le courage de dire ce qu'ils pensent de chaque élément de plateforme, et qu'ils n'auront pas à s'en cacher, les gens vont retrouver confiance envers leurs institutions, parce que la confiance actuelle envers la politique est, je dirais, dans un bas historique au Québec et partout dans le monde, en fait. Il faut dire qu'il y a des cas qui incitent à ne pas avoir très confiance, là. Si on regarde nos voisins du Sud, c'est pas très édifiant. Mais il y a une certaine responsabilité des politiciens là-dedans de retrouver ce courage-là, de présenter leurs idées clairement, puis faire face à l'électorat par la suite, puis assumer le choix de l'électorat. Si le désir d'avoir un siège est plus important que les idées qu'on porte, je pense qu'on n'est pas fait pour la politique. Et donc, les gens qui dévient de leurs idées pour plaire aux gens, pour être élus, je pense que c'est tout ce qu'il ne faut pas avoir en politique. J'en parle aussi, entre autres, dans le livre, sur le plan des affaires aussi, ceux qui disent qu'il faudrait des hommes d'affaires et des femmes d'affaires aux commandes de l'État pour gérer ça comme une business. Ce serait la pire des idées parce que les citoyens ne sont pas des actionnaires d'une entreprise. Et comme je le dis dans le livre, en fait, un actionnaire de contrôle dans le sens business, quand on transpose ça en démocratie, quelqu'un qui contrôle tout et qui décide, c'est un autre nom. Ça s'appelle un dictateur. C'est pas une très bonne idée de calquer le monde des affaires dans le monde de la politique. Plus loin dans votre ouvrage, vous tentez de proposer un nouveau contrat social économique. C'est-à-dire que vous relevez les bévues de l'économie de marché, c'est-à-dire centralisation des ressources dans les mains d'une minorité de personnes, accroissement des inégalités sociales et des inégalités économiques, la différence de ratio entre la classe peut-être un petit peu plus pauvre que la classe riche, mais surtout que ce ratio-là tend à s'accroître. Donc, j'aimerais que le nouveau contrat social que vous proposez, c'est un contrat social d'économie sociale. C'est-à-dire que vous misez en partie avec l'entrepreneuriat collectif. Ouais. Or, j'aimerais que vous nous éclairiez, parce que vous avez également été directeur du chantier de l'économie sociale, sur qu'est-ce que l'économie sociale, ouais, et surtout, en quoi est-ce que l'entrepreneuriat collectif est un levier pour cette économie sociale-là. OK. Bien, l'économie sociale, en fait, souffre de son appellation.
Quand on dit économie sociale, il y a bien des gens qui retiennent juste le mot social puis pensent que c'est lutte à la pauvreté, aide aux démunis, etc. Alors que ce que c'est, dans le fond, c'est de l'entrepreneuriat collectif. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont détenues collectivement. Des coopératives, des OBNL, organismes à but non lucratif, et des mutuelles. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que si ça s'était appelé entrepreneuriat collectif dès le début, ça aurait plus de facilité à devenir... le meilleur mot que j'ai trouvé, c'est mainstream, global ou général dans la population, parce qu'en ce moment, l'économie sociale dans le monde, c'est quand même assez fort. Et d'ailleurs, au Québec, on est vraiment on fait figure de proue dans le monde en économie sociale pour le nombre de coopératives et d'OBNL qu'on a ici qui contribuent au développement économique. Mais au Québec, juste pour revenir ici, l'économie sociale, c'est quand même plus de 40 milliards de chiffre d'affaires dans notre PIB. Donc, c'est à peu près unique sur la planète d'avoir des entreprises collectives qui sont si importantes dans le PIB, dans le produit intérieur brut. Et ça crée plus de 200 000 emplois. Il y a 7 000 entreprises qui sont collectives. Et l'importance de la forme de propriété collective, c'est que lorsqu'il y a des profits, il y en a beaucoup des profits quand on parle de 40 milliards de chiffre d'affaires, quand il y a des profits, ils sont répartis collectivement de façon mécanique. Une coopérative ou un OBNL n'a pas d'actionnaire. Il ne pourrait pas dire « tu as 50 de l'entreprise, tu as 50 des profits ». Donc, les profits sont réinvestis automatiquement sous forme de nouveaux services ou de meilleurs services ou sous forme de réinvestissement dans la collectivité. Donc, ça, c'est automatiquement une meilleure répartition de la richesse qui est créée. Alors que dans le domaine privé, il y a d'excellentes personnes dans le domaine privé aussi qui sont très généreuses et qui veulent partager. Mais la structure d'une entreprise privée, c'est au prorata de l'actionnariat. Donc, quelqu'un qui possède 3/4 des actions d'une entreprise, bien, il y a 3/4 des profits dans sa poche à lui. Et donc, cette répartition des richesses-là va être réduite. Plus il y aura d'entreprises collectives, plus cette répartition des richesses-là va être améliorée. Cette mauvaise répartition-là va être réduite par l'augmentation du nombre de coopératives et d'OBNL qui peuvent créer exactement le même nombre d'emplois et la même richesse qu'une entreprise Inc., donc les entreprises plus privées, mais qui répartissent mécaniquement mieux cette richesse-là. Et ce qu'il ne faut pas oublier, la justification pour ce plus grand nombre d'entreprises collectives-là, c'est que toute richesse, quelle qu'elle soit, est toujours créée collectivement. Le principe de self-made man, ça n'existe pas, ça. Il n'y a personne qui, tout seul sur une île déserte, pourrait devenir millionnaire. Il y a eu des parents, des professeurs, des mentors, des premiers fournisseurs, premiers clients. Toute personne qui devient riche est devenue riche grâce à la collectivité. Donc, l'idée de se dire que les entreprises devraient être détenues collectivement et que la richesse créée devrait être mieux répartie collectivement, je trouve que c'est tout à fait logique. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui travaille plus fort ou qui a une idée de génie ne devrait pas être mieux payé que son voisin. Moi, je suis d'accord que si quelqu'un travaille 80 heures semaine, il mérite peut-être une paye plus élevée que celui qui en fait 40. Quoique je suggère à personne de faire 80 heures semaine, sauf ceux qui veulent faire de la politique. Mais donc, l'effort doit être récompensé, le génie doit être récompensé, le talent aussi. Mais de là à se dire qu'une personne peut posséder, comme Jeff Bezos, là, le patron d'Amazon, quoique sa fortune varie de quelques milliards chaque jour en ce moment, mais il a franchi, c'est le premier humain à avoir franchi le cap des 100 milliards de fortune. Une personne détient 100 milliards de dollars sur papier, peut-être, mais de fortune. C'est un non-sens absolument éhonté. Et il y a de moins en moins de gens, même des économistes de droite, qui protègent bec et ongle ce modèle-là, dans lequel une infime minorité de gens possèdent une grande majorité des avoirs. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre, puis j'en parlais dans une petite vidéo. J'ai fait un TED Talk aussi. Je parlais de la mauvaise répartition des richesses. Vous irez voir ça sur YouTube. Mais il y a un problème. Il y a des économistes qui prétendent encore que c'est le résultat de décisions libres et d'un marché relativement libre le fait que les richesses soient si mal réparties. Donc, c'est peut-être une loi naturelle. Et ce que j'aimerais répondre à ces économistes-là, c'est de les envoyer dans le bois puis de voir si la nourriture était si mal répartie entre une personne et tout le reste, combien de temps ça durerait, ça. Donc, ce n'est pas une loi naturelle du tout, cette répartition des richesses-là, parce que vous savez que le 1% des plus riches sur la planète possède maintenant officiellement plus que 99% de la population. Ça a longtemps été un peu philosophique avec le mouvement Occupy, on parlait du 1 versus 99, mais maintenant c'est un fait. Le 1% dans le monde possède plus que le 99%, donc nous tous. Et donc, si on mettait une personne dans le bois avec autant de nourriture que 99 autres à côté, ça durerait quelques minutes, je pense. Ce ne serait pas du tout une loi naturelle. Et donc, ce qui fait que les richesses sont si mal réparties dans le monde, c'est les institutions. Il y a des institutions qui protègent les dominants une fois qu'ils sont en position bien dominante et qui empêchent les plus petits de monter ou qui leur permettent d'acheter les plus petits à chaque fois et d'en s'enrichir encore plus. Donc, les institutions, il faut les transformer parce qu'actuellement, l'économie libre ou le marché libre n'existe pas. Il y a un marché qui est très institutionnalisé et qui empêche la liberté dans certaines décisions économiques, justement. Justement, je me permets de vous interrompre tout simplement parce que vous abordez les institutions. Vous aspirez à être élu député, donc à être élu législateur.
Or, en tant que législateur, vous devez légiférer, vous devez mettre en place des lois, des mesures, des méthodes d'organisation. Or, comment, au travers des lois, il y en a quelques-unes qui sont abordées dans votre livre, quelle méthode d'organisation on pourrait mettre en place pour favoriser l'économie sociale, pour favoriser la répartition des richesses, justement? Bien, la politique principale, l'outil principal pour un gouvernement, c'est les politiques fiscales, évidemment. Donc, actuellement, il n'y a pas d'équité fiscale entre une entreprise Inc. Donc, la plupart des entreprises privées qu'on connaît sont incorporées, donc des Inc. Et il n'y a pas donc d'équité fiscale entre ces entreprises-là et les entreprises collectives. Par exemple, il y a des programmes d'aide gouvernementale qui ne sont accessibles qu'aux entreprises privées à but lucratif et qui excluent d'office les entreprises collectives. Ça n'a aucun sens logique ni économique, mais ça n'a jamais été revu dans le temps. Donc ça, ce serait dû pour une bonne révision. Et autre exemple de ça, les crédits d'impôt pour recherche et développement. Ça a amené à la création de beaucoup d'entreprises privées qui, dans les premières années de leur existence, ne font pas encore de profit. Donc, ils ont des aides fiscales indirectes pour développer leurs produits. Et ça, les entreprises collectives n'ont pas accès à ça. Un des arguments, c'est que, par exemple, un OBNL ne payant pas d'impôt, pourquoi il devrait avoir un crédit d'impôt remboursable? L'argument vaut aussi pour l'entreprise privée qui, pendant 5 ou 10 ans, au début de son existence, ne paiera pas d'impôt parce qu'elle n'a pas encore de revenus ni de profit, mais elle a quand même droit à ce crédit d'impôt-là. Donc, l'argument qu'un OBNL ne paie pas d'impôt, il ne tient pas la route. Donc, il faudrait vraiment une justice ou une équité fiscale entre tous les types d'entreprises, peu importe leur forme juridique. Et là, ça permettrait à beaucoup d'OBNL et de coopératives de faire de la recherche et du développement dans les mêmes domaines que les entreprises privées, où les entreprises privées sont actives en ce moment. Donc, il y a beaucoup d'outils, dont les outils fiscaux, pour faire en sorte que ce soit le cas. Et il y a aussi des plans d'action gouvernementaux qui sont publiés. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le gouvernement a publié un plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat. Et là-dedans, on reconnaît de plus en plus la force et l'utilité de l'entrepreneuriat collectif, donc les bienfaits des coopératives et des OBNL sur les collectivités en général. Et je pense que plus les générations jeunes vont arriver au pouvoir, plus elles vont être ouvertes à ce genre d'entrepreneuriat-là. Et moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir pour l'économie de l'avenir, c'est que vous avez, votre génération qui est pourtant vue comme étant un petit peu centrée sur elle-même, vous avez une pensée collective exceptionnellement développée, beaucoup plus que les générations qui vous ont précédé. Et il y a beaucoup de jeunes qui venaient nous voir au chantier de l'économie sociale et qui voulaient se lancer dès le départ en OBNL et en coopérative, chose que j'entendais jamais, moi, quand j'avais votre âge. Donc, il y a une ouverture beaucoup plus grande aux projets dont le leadership est partagé, aux projets qui demandent un conseil d'administration qui se concerte, etc. Et ça, c'est vraiment un trait générationnel que j'aime beaucoup dans votre génération puis qui va amener à des beaux changements, je pense. Parfait. Vous dites également que l'économie sociale est gage de paix, que ce soit entre les sociétés ou que ce soit à l'intérieur même des sociétés. En quoi est-ce que c'est gage de paix, l'économie sociale? Bien, il y a un aspect démocratique à l'économie sociale ou à l'entrepreneuriat collectif. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a un conseil d'administration assez fonctionnel et issu du milieu dans ces entreprises-là. Donc, par exemple, si une ville ou un quartier d'une ville ou un village ou une collectivité, quelle qu'elle soit, identifie un besoin ou une aspiration, se regroupent en OBNL ou en coopérative, ils doivent d'abord fonder ou construire un conseil d'administration qui est souvent issu de la collectivité et qui amène en plus un sentiment d'appartenance plus fort au projet et le sentiment que les gens sont écoutés et sont reflétés dans le projet. Et ça, c'est peut-être pas concret et tangible tous les jours, mais dans les opérations normales ou dans le mode d'opération de l'entreprise, ça se sent quand même. Et ça explique en partie le fait que les entreprises collectives, donc l'économie sociale, c'est 2 fois plus solide que les entreprises privées. Donc, après 10 ans d'existence, quand on regarde le taux de survie des entreprises au Québec, il y en a à peine 2 sur 10 des entreprises privées qui survivent 10 ans au Québec. Donc, il y a beaucoup de fermetures. En entrepreneuriat collectif, Coop OBNL, la moitié à peu près, un petit peu moins de la moitié des entreprises survivent 10 ans ou plus. Donc, c'est plus du double du taux de survie des entreprises privées. Donc, ça défait un autre des préjugés, à savoir que l'économie sociale, c'est de la petite économie qui vivote et que le privé, ça, c'est des vrais créateurs de richesse. En fait, c'est l'inverse. Empiriquement, les entreprises collectives survivent 2 fois plus que les entreprises privées. Parfait. J'aimerais maintenant venir au deuxième cœur. On pourrait dire le deuxième cœur de votre ouvrage, c'est-à-dire le deuxième enjeu le plus présent dans votre ouvrage, qui est l'indépendance du Québec. Vous revendiquez ouvertement l'indépendance du Québec, c'est une position ferme, c'est une position justifiée également dans votre texte. Mais avant d'entrer dans la justification, j'aimerais vous demander en quoi est-ce que le débat sur la souveraineté est encore d'actualité. En quoi est-ce que le débat sur la souveraineté fait encore écho chez la population, ou ne le fait pas également, mais surtout, comment est-ce que l'indépendance est la seule option pour l'autonomie du Québec? Est-ce que une autre option, comme par exemple une confédération, ne serait pas une autre solution pour permettre au Québec de prendre
les deux mains sur son autonomie? Il y a plusieurs questions là-dedans, donc je vais y aller un petit peu. Effectivement. Donc, pourquoi la souveraineté est-elle encore actuelle, selon moi? Ben, ce qui me fait rire beaucoup dans les médias, c'est qu'on nous répète à peu près tous les jours qu'on n'en parle plus. Mais on nous le dit tous les jours. On ne parle plus de souveraineté. Demain, on va nous dire on ne parle plus de souveraineté, puis après-demain, on va nous dire il n'y a plus personne qui parle de souveraineté, mais tous les jours, ils nous ramènent ça. Et encore une fois, aujourd'hui encore, puis on a l'exemple avec M. Marissal là, dans les médias, là, la première question qu'on pose à toute personne au Québec qui veut faire de la politique, c'est quoi? C'est pas êtes-vous de gauche ou de droite ou êtes-vous environnementaliste, c'est voteriez-vous oui ou voteriez-vous non? C'est encore la première chose qu'on demande à toute personne qui se présente en politique. Donc, c'est un débat qui est encore archi présent au Québec et qui, à mon sens, va toujours le rester parce que, je reviens à ce que je disais au tout début, c'est pragmatiquement fondé de vouloir un pays au Québec. On est une masse critique bien suffisante. On est 8,5 millions au Québec. N'oubliez pas qu'on n'est pas un petit peuple. On serait plus populeux que la majorité des pays dans le monde si on devenait un pays en ce moment. Il y a plus de pays qui ont moins de 8,5 millions que de pays qui ont plus de 8,5 millions d'habitants. Donc, on serait clairement pas un petit peuple, comme certains aiment encore à le penser, pas du tout. Et la souveraineté, c'est un concept qui est intemporel. Ça vaut autant aujourd'hui pour un pays d'être souverain que ça valait il y a 100 ans ou 200 ans ou 300 ans ou que ça va valoir dans 100 ans. C'est la simple notion de décider nous-mêmes collectivement, une collectivité qui se reconnaît, parce que le Québec a une culture distincte par rapport au reste d'Amérique du Nord, ça c'est assez clair. Je pense que ça, le débat est fini là-dessus, tout le monde est d'accord. Donc il y a une notion que de décider nous-mêmes, selon nos intérêts, nos avantages, nos objectifs, de ce qu'on va faire chez nous avec nos ressources, toutes nos ressources, là, naturelles, financières, fiscales, etc. Il y a quelque chose de très naturel là-dedans. Puis il y a un petit peu moins de 200 pays membres des Nations Unies. En ce moment, il y en a 193 précisément. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un pays soit devenu souverain et ait regretté puis ait voulu redevenir subordonné à un autre État ou redevenir sous tutelle d'un autre État. C'est jamais arrivé. Puis je vois vraiment pas pourquoi le Québec serait le premier à regretter ça après sa souveraineté, d'autant qu'on partirait d'un niveau de développement plus élevé que tous ceux qui l'ont fait avant nous. Parce que si on est réaliste, c'est encore une chance immense de vivre au Québec de nos jours en 2018. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où j'aurais voulu naître, à part ou qui serait mieux que le Québec. Quand on regarde les faits, là, on est extrêmement chanceux de vivre ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter puis se dire que tout est beau. Il ne faut pas se comparer à des pays où ça va moins bien, il faut se comparer à notre propre potentiel. Et notre propre potentiel est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut faire actuellement avec une main dans le dos, parce qu'on a beaucoup de nos ressources à Ottawa, qui décident ensuite de quoi faire avec selon ses intérêts à Ottawa et non les nôtres. Donc ça, c'était juste pour l'aspect intemporalité de la souveraineté. Il n'y a pas de bonne période ou de bon moment pour faire la souveraineté. Il faudrait toujours être souverain. Puis d'ailleurs, tous ceux, comme je le disais, qui le sont, protègent farouchement cette souveraineté-là, puis ne veulent pas la laisser partir. Et ceux qui vont vous mentionner l'Europe comme contre-exemple de ça, il y a une chose qu'il faut comprendre sur l'Europe, c'est que c'est des pays souverains qui se sont unis sur le plan économique d'abord et avant tout. Et le Québec est déjà une économie extrêmement ouverte. On commerce autant avec les États-Unis, plus même que les pays d'Europe entre eux. Donc l'intégration économique Québec-États-Unis est très, très forte, surtout depuis les accords de libre-échange. Et donc, ces pays-là qui sont dans l'Union européenne, les 28 pays de l'Union européenne, 27 bientôt quand le Royaume-Uni va s'en retirer, ils sont tous encore membres des Nations unies, puis il n'y en a pas un qui suggère de sortir de là. C'est tous des pays souverains qui se sont donné un accord économique très libéralisé et très fort. Quelques politiques communes aussi, mais tiennent farouchement à leur siège à l'ONU, à l'Organisation mondiale du commerce et à tous les forums internationaux où de plus en plus les décisions vont se prendre. Donc, il n'y a pas une province, ce n'est pas un canton qui siège à ces tables-là, c'est des pays souverains, ils le savent, ils veulent garder leur souveraineté. Donc, l'Europe n'est pas un contre-exemple du fait que le Québec devrait être un pays souverain. L'autre question, la deuxième partie, c'était pourquoi l'indépendance? Pourquoi est-ce qu'on passerait par l'indépendance du Québec plutôt que, par exemple, la Confédération? Parce que vous avez évoqué l'Union européenne, par exemple, qui en est un exemple flagrant. Alors là-dessus, moi, à travers le temps, ça et là, il y a des gens qui vont vous dire on devrait réformer le fédéralisme. Puis on devrait juste aller chercher tel ou tel pouvoir, puis le reste, on devrait réformer le fédéralisme. Et moi, je suis de ceux qui ont toujours trouvé futile de tenter d'améliorer les aptitudes de quelqu'un d'autre à bien nous gérer. Moi, je ne veux pas réformer le Canada pour qu'il s'occupe mieux du Québec. Je veux que le Québec s'occupe de lui-même. Donc, il y aura toujours un avantage à être maître chez nous puis décider nous-mêmes de ce qu'on fait. Et le Canada, c'est un excellent voisin, là. Si on avait eu à choisir un pays voisin, on n'aurait pas pu mieux tomber tellement. Donc, c'est pas qu'on est contre le Canada ou qu'on les aime pas. C'est juste qu'ils ont des intérêts, souvent, qui sont divergents des nôtres. Pas parce qu'ils sont meilleurs ou moins bons, parce qu'ils sont différents dans leur structure économique, leur structure sociale, leur état naturel, leur richesse naturelle, etc. Par exemple, on envoie, nous, du Québec, des milliards de dollars pour le développement des sables bitumineux en Alberta. Les gens ne pensent pas à ça, mais les crédits d'impôt qu'on donne aux pétrolières en Alberta,
proviennent en bonne partie, à peu près 20 du Québec. Alors que si on mettait cet argent-là dans des énergies vertes et renouvelables qu'on a ici, pour lesquelles on a ici un potentiel absolument à peu près inégalé dans le monde, on serait déjà pas mal plus avancé dans ces énergies-là. En attendant, on continue à travers le système fédéral de fournir les sables bitumineux en crédit d'impôt et c'est un non-sens économique pour nous. De la même façon qu'on avait aidé l'automobile en Ontario avec nos impôts, avant même d'aider notre secteur forestier ici, bien qu'il soit proportionnellement plus important que l'automobile en Ontario. Donc, il y a des non-sens comme ça qui vont perdurer tant qu'on envoie nos impôts à un gouvernement à l'extérieur du Québec qui, lui, décide selon ses intérêts. Et on ne peut pas blâmer le Canada parce que c'est un pays démocratique, le Canada, puis il voit aux intérêts de sa majorité. Et sa majorité, ce n'est pas le Québec. On est de plus en plus minoritaire dans le Canada. Donc, cette réalité-là que le Canada décide avec nos impôts de ce qui est bon pour le reste du Canada hors Québec, ça va être de plus en plus courant et de plus en plus fréquent parce que notre poids démographique diminue dans la fédération, dans la confédération. Il y a un débat là-dessus à savoir si c'est une fédération ou une confédération. Mais bref, il n'y a pas de, à mon sens, quand on veut être souverain, il n'y a pas de compromis à faire en disant « OK, c'est encore toi qui vas décider pour moi, puis j'espère que ça va être des meilleures décisions pour nous. » Il y a des exemples à chaque semaine de ça. Il n'y a pas longtemps encore, votre génération est très attachée aux aspects environnementaux du développement économique. Et on a entendu les doigts croisés de voir si le Canada prendrait la décision de mettre un oléoduc ou non sur notre territoire. Ce n'est pas nous qui décidions s'il y aurait un oléoduc sur nos territoires, proche de nos rivières et de nos cours d'eau. Et par chance, le Canada a finalement pris la décision que la grande majorité des Québécois souhaitaient, mais ce n'est pas normal qu'on ait à espérer que quelqu'un d'autre décide ce qu'on voudrait. Il faut vraiment simplement reprendre nos pouvoirs chez nous et décider, comme le Canada décidera chez lui de ce qui se passe, et tout comme le Canada ne veut absolument pas être américain. Donc les gens qui disent « l'union fait la force », on est mieux quand on est plus grand, bien, pourquoi le Canada ne fusionne pas avec les États-Unis, puis pourquoi la France ne fusionne pas avec la Belgique, puis l'Italie avec son pays voisin, puis la Suisse, l'Allemagne, etc. C'est parce que les nations qui sont distinctes ont des intérêts et des objectifs distincts, qui sont, comme je le disais, ni mieux ni pire que le voisin, mais différents. Puis c'est normal que chacun décide chez lui de ce qui se passe. Donc, cette souveraineté-là, il faut l'avoir au complet. Il ne faut pas juste dire « OK, Canada, donne-nous telle chose, puis décide pour nous dans d'autres domaines. » Ça va revenir au même débat et aux mêmes problèmes fondamentaux que quelqu'un d'autre décide pour nous de ce qui est bon pour nous, puis ça, c'est pas normal. Mais suite à l'indépendance du Québec, c'est donc dire que vous seriez ouvert à l'association avec le Canada, mais pas tant et aussi longtemps que le Québec serait indépendant. C'est normal qu'on soit ouvert à ça, puis le Canada le serait tout autant, parce que, par exemple, avec l'Ontario, notre équilibre commercial, on achète plus de l'Ontario qu'on leur vend. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on reste en bon terme, c'est bien l'Ontario et le reste du Canada. Tout comme sur la devise, on nous fait souvent peur avec la monnaie canadienne en nous disant « le Canada ne voudrait pas qu'on utilise le dollar canadien si le oui passe ». Et ça, c'est d'une absurdité absolue parce que le Canada serait le premier à souhaiter ardemment qu'on conserve le dollar canadien parce qu'une devise, c'est un bien comme un autre. Ça s'échange sur les marchés internationaux, puis c'est à peu près la devise d'ailleurs. La devise est à peu près le bien le plus libéralisé sur les marchés. Ils s'en échangent des milliards et des milliards chaque jour. Et si on changeait de devise, il faudrait qu'on vende tous les dollars canadiens dans lesquels sont libellés nos échanges commerciaux. Ça voudrait dire qu'une bonne partie de la masse monétaire canadienne serait mise en vente sur les marchés et ça ferait vraiment un choc assez féroce sur la monnaie canadienne, ce qui ne serait pas bon pour l'économie canadienne. Donc, ils souhaiteraient vraiment qu'on utilise le dollar canadien. Donc, quand on vous dit le Canada va vous bloquer l'accès au dollar canadien, premièrement, ils souhaiteraient l'inverse, qu'on continue. Et deuxièmement, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Parce que c'est des marchés tellement libéralisés que demain matin, le Québec, s'il le voulait, pourrait décider d'adopter le dollar américain ou le yen ou l'euro. Il n'y a personne qui peut empêcher l'utilisation d'une devise. C'est trop libre sur les marchés. Donc, le Canada, premièrement, ne pourrait pas nous en empêcher et deuxièmement, souhaiterait vraiment qu'on continue avec le dollar canadien. Puis je pense que la bonne chose à faire dans le court terme, ce serait de continuer avec le dollar canadien parce que tous nos échanges sont libellés là-dedans. Et avec le temps, voir nous-mêmes, ici, chez nous, selon nos intérêts, si on veut se créer une banque du Québec, une banque centrale qui émettrait une nouvelle devise ou adopter le dollar américain selon tel ou tel argument. Donc, le Québec aurait au moins le choix de sa devise. Vous évoquez à la fin de votre ouvrage la notion de souveraineté en la vulgarisant, en disant être souverain, c'est faire son lit, c'est faire sa place, c'est faire son lit. Lit pourquoi? L pour faire ses lois, I pour percevoir ses impôts et T pour traiter, faire ses traités avec les autres nations, les autres pays souverains. En ce qui concerne ce sujet, l'indépendance, vous évoquez 14 peurs distinctes. 14 peurs distinctes susceptibles de faire fausse route à l'indépendance du Québec. Or, j'aimerais vous entendre, ou qu'on vous entende, sur 3 peurs distinctes pour commencer.
à savoir les finances publiques. Parce que souvent, on un argument que vous dites non fondé, qu'on dresse devant les indépendantistes, c'est-à-dire les finances publiques ne vont pas bien au Québec. Les finances publiques, là, nous sommes trop endettés, indépendants, nous ne serions pas capables de payer cette dette-là. Or, est-ce que vous pourriez vous prononcer, comme vous le faites dans votre livre, mais au bénéfice de tous, sur les finances publiques? Donc, les finances publiques, ça a fait les manchettes souvent, puis même ceux qui suivent ça, vous avez sans doute vu qu'on nous comparait à la Grèce il n'y a pas si longtemps encore, qu'on était sur le bord d'un précipice fiscal parce que la Grèce a pratiquement fait faillite là, il y a quelques temps. Et on comparait souvent le Québec à cette situation-là, ce qui était d'une absurdité, encore une fois, sans nom. Certaines premières de grands journaux sont pas très effarouchés par l'absurdité, ça je pourrais vous l'apprendre. Mais bref, le Québec, quand on regarde les choses formellement, est moins endetté que la moyenne des pays riches de l'OCDE. L'OCDE, c'est le regroupement de pays industrialisés à peu près les plus avancés sur la planète. Le Canada en fait partie, évidemment. Et le Québec n'en fait pas partie parce qu'il n'est pas un pays, mais on peut appliquer les mêmes méthodologies puis calculer les mêmes ratios. Et le Québec est moins endetté que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, si l'argument est valable à l'effet que le Québec est trop endetté pour être un pays, ça veut dire qu'il y a un méchant paquet de pays qui devraient devenir des provinces demain matin. Parce qu'on est moins endetté que la moyenne de ces pays-là. Donc, cet argument-là ne tient pas la route. Et ce qui était pernicieux dans ce débat-là, c'est que souvent, on comparait des choses différentes. On comparait la dette nette des autres pays avec la dette brute du Québec. La différence entre la dette brute et la dette nette, c'est que la dette brute ne regarde que la dette. Comme si vous regardiez juste votre hypothèque dans votre bilan financier, juste ce que vous devez. La dette nette prend en compte le potentiel de revenus, les actifs, etc. Donc, quand vous avez une hypothèque, en contrepartie, vous avez une maison. Donc, dans un bilan financier, ça s'équilibre. Parce que si vous vendez la maison, vous remboursez l'hypothèque. Donc, au Québec, quand on calcule en termes de dette nette, comme ça se fait partout dans l'OCDE, c'est là que je dis qu'on est moins endetté que les pays, la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, notre situation fiscale est vraiment pas pire que les autres. Et je dirais même que il y a un argument qui se rajoute souvent à ça, c'est que les gens disent « Oui, mais si le Québec se sépare, il va falloir payer une partie de la dette fédérale. » Mais on la paye déjà. Les impôts qu'on envoie à Ottawa servent, entre autres, à payer notre partie de la dette fédérale que le Canada paye avec le temps. Donc, si on était souverain, on garde cet argent-là chez nous puis on rembourse la même partie de la même dette. Donc, il n'y a pas d'argument qui dirait qu'une fois devenus souverains, nos finances publiques seraient absolument à l'envers. L'argument qui est souvent final, et je ne sais pas si c'est un de vos arguments, c'est sur la péréquation. Effectivement. Ben, vous allez pouvoir enchaîner directement avec ça. C'est souvent le punch final qu'un fédéraliste donne à un souverainiste en disant des milliards de péréquations chaque année. Et ça, c'est vraiment très, très pernicieux parce que la péréquation donne l'illusion qu'on dépend du Canada pour notre niveau de vie, alors que ce n'est pas le cas du tout. Premièrement, juste quelques mots sur la péréquation. Ce n'est pas un système magique inventé par le Canada. La plupart des pays de l'OCDE ont de la péréquation. Donc, et la péréquation, ce n'est pas un transfert des riches vers les pauvres. Ce n'est pas ça du tout. C'est un système qui essaie de rendre égal ou équivalent la capacité fiscale de toutes les régions d'un pays. C'est-à-dire que les provinces actuellement qui ont du pétrole ont une capacité fiscale beaucoup plus grande que celles qui n'en ont pas, parce que ça s'exporte, ça se vend très bien, puis les impôts rentrent mieux, les taxes et impôts rentrent mieux. Et donc, la réalité actuelle au Canada, c'est que toutes les provinces qui produisent du pétrole contribuent à la péréquation, toutes les provinces qui n'ont pas de pétrole reçoivent la péréquation. Donc, ce n'est pas un transfert des riches aux pauvres, c'est un transfert de ceux qui ont une capacité fiscale plus grande vers ceux qui ont une capacité fiscale moins grande, à cause de, entre autres, le pétrole dans les années dans lesquelles on se situe. Et le Québec aussi, chaque année, reçoit un chèque qui, dans l'absolu, a l'air gros. Mais c'est parce qu'on est 8,5 millions ici. Parce que quand on divise par personne, on reçoit moins de péréquation que toutes les autres. Donc, sauf l'Ontario qui vient de commencer à en recevoir, qui vient à peine de commencer à en recevoir. Donc, non seulement en ce moment, l'Ontario reçoit de la péréquation, puis j'ai jamais entendu que c'était une province pauvre de quêteux, alors qu'on le dit du Québec. Mais deuxièmement, le Québec est la province qui reçoit le moins de péréquation par tête de pipe. Donc, c'est sûr qu'à 8,5 millions, quand on multiplie par un petit chiffre, ça fait un énorme chiffre, beaucoup plus grand qu'une province où il y a l'équivalent d'un village du Québec, qui en reçoit 4 fois plus par personne ou 3 fois plus par personne, mais dont le total est tout petit parce qu'ils sont très peu. Donc, il faut vraiment faire des analyses un peu plus poussées que juste dire on reçoit un gros chèque. Parce que, comme je le disais, par personne, on est loin d'être les quêteux qu'on nous qualifie d'être, qu'on nous accuse d'être. Et deuxièmement, c'est vraiment une illusion d'un avantage d'être dans le Canada, cette péréquation-là. Puis l'image que j'utilisais, vous l'avez peut-être déjà entendue, mais si vous aviez 50 $ pour mettre de la musique sur votre iPhone et que votre voisin vous disait « Donne-moi ton 50 $, je vais te fournir 55 $ de musique ». Sauf que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que c'est de la musique que vous n'aimerez pas, puis il y a 10 $ de frais d'administration. C'est à peu près ça, la péréquation. Les frais d'administration, ce serait le parallèle avec les dédoublements de ministères. On a 2 ministères de tout, l'économie, finances, santé, etc. Il y a 2 ministères de tout, donc on paye 2 fois.
Et la musique que vous n'aimeriez pas, c'est qu'il y a des programmes qui sont pan-canadiens auxquels on contribue de par notre appartenance au Canada, qu'on ne voudrait pas ici si on était souverain. Donc finalement, avec votre 50 $ de musique, vous allez recevoir 45 $ de musique que vous n'aimez pas. Si vous aviez été souverain, vous auriez eu 50 $ de musique à votre goût. Donc la péréquation, c'est une illusion de dépendance ou des avantages du fédéralisme, mais en fait, c'est une compensation très partielle des coûts qu'on encourt d'être dans le système fédéral. Et les coûts qu'on encourt sont difficiles à chiffrer parce que c'est des coûts de développement économique perdus. Et là, vous pouvez trouver un docteur en économie qui va vous dire n'importe quoi là-dessus, selon qui lui pose la question. Je respecte beaucoup les économistes, mais on peut souvent utiliser des chiffres pour arriver à la conclusion qu'on veut. Et donc, quand on envoie des milliards de nos impôts en développement au reste du Canada, et qu'ensuite le Canada nous dit, on va vous donner un petit peu de péréquation, il ne faut pas se surprendre de ça, on leur envoie nos outils de développement pour qu'ils se développent mieux, puis ensuite, ils nous en redonnent un peu en compensation partielle, comme je le disais. Alors que si on gardait ces milliards-là ici chez nous, et qu'on développait notre économie selon nos intérêts, notre PIB croîtrait de façon beaucoup plus forte chaque année, et ça vaudrait très rapidement beaucoup plus que la péréquation qu'on nous donne en compensation partielle. Donc, il faut garder nos ressources chez nous, nous développer selon nos forces, nos intérêts, nos objectifs, et vous allez voir rapidement qu'on n'aura pas besoin de cette péréquation-là. Finalement, plutôt que de vous, vous interroger sur une troisième peur, on est dans un édifice collégial ici, dans le milieu éducationnel. Donc, je vais vous demander, vous traitez de la gratuité scolaire dans votre ouvrage. C'est un de vos thèmes de prédilection avec l'économie sociale et l'indépendance du Québec. Et j'aimerais vous demander, avec les notions économiques que vous avez abordées juste ici, le fait d'avoir les moyens financiers de pouvoir gérer d'une part, mais d'autre part de les dépenser, de les investir où on veut les investir. La gratuité scolaire, ce que vous la définissez comme étant la gratuité du CPE jusqu'à l'université. Oui. Mais est-ce que cette gratuité scolaire-là n'est pas dépendante de l'indépendance du Québec? Est-ce que le Québec non indépendant pourrait réaliser la gratuité scolaire ou est-ce que le Québec doit nécessairement être indépendant pour réaliser la gratuité scolaire? Le Québec non indépendant peut faire certaines choses, évidemment. Puis on est arrivé à cet état de développement-là qui est enviable de par le monde en étant une province. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est imaginons à quel niveau de développement on en serait si on avait toujours eu toutes nos ressources pour nous développer nous-mêmes. Et la gratuité scolaire, en fait, pourrait être appliquée demain matin parce que c'est une idée de long terme. Puis je reviens à ce qu'on disait au tout début, là, avoir de la vision politique puis le courage d'expliquer pourquoi une chose est bonne, même si dans le court terme, ça coûte quelque chose et que quelques années plus tard, ça rapporte énormément. Trop souvent, les gouvernements sont concentrés sur la prochaine élection ou le prochain budget dans quelques mois et ne pensent pas à des projets qui, dans le long terme, seraient excellents. Et la gratuité scolaire en est un. Évidemment que si demain matin, on coupe tous les frais de scolarité, il va y avoir des entrées de moins dans les coffres des universités ou de l'État. Et on pourrait se dire, ça va coûter X millions ou X centaines de millions. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les gens qui vont à l'école sans barrière financière, il y a encore beaucoup d'étudiants au Québec et d'étudiantes qui arrêtent leurs études pour des raisons financières. Il y en a encore beaucoup de ça. Et dans les pays où ils ont instauré la gratuité scolaire, on se rend compte que les gens, en moyenne, vont plus longtemps à l'école parce qu'il n'y a plus de barrière financière. Qui dit formation plus poussée, quel que soit le domaine, ça ne veut pas dire un doctorat pour tout le monde. Ça veut dire que celui qui est dans n'importe quelle formation technique ou universitaire ou même professionnelle va aller au bout de sa formation parce qu'il n'y aura pas de contraintes financières. Ça amène des salaires plus élevés parce qu'on est mieux formé. Qui dit salaire plus élevé dit entrée d'impôt plus élevée au même taux d'imposition. Sans augmenter les impôts, si on a un salaire plus élevé, l'État en reçoit un peu plus. Donc, à terme, on se rend compte que ces entrées fiscales-là supplémentaires valent beaucoup plus que les frais de scolarité qu'on a enlevés. Donc, même ceux qui sont de droite économique et qui ne sont pas trop socialistes et qui ne veulent pas penser à ces affaires-là, devraient être de fervents supporters de la gratuité scolaire parce que ça fait entrer plus d'argent dans les coffres que ça en retire. Donc, un gouvernement qui aurait une vision de plus moyen à long terme, au lieu d'être tout le temps dans le court terme, instaurerait cette gratuité scolaire-là ou viserait à arriver à la gratuité scolaire de façon graduelle parce que c'est non seulement payant pour la société, parce qu'une population qui est mieux formée et mieux éduquée est plus en santé, ça c'est démontré, est plus responsable sur le plan environnemental, les taux de criminalité sont plus bas, l'égalité sociale et socio-économique est plus grande. Donc, outre ces avantages-là, en plus, c'est payant collectivement sur le plan économique et monétaire. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'il faut instaurer la gratuité scolaire et tous les pays qui l'ont fait la conservent. Et ce n'est pas que des pays riches qui ont eu cette bonne idée-là. Il y a des pays en Amérique latine où la gratuité scolaire effective est à peu près en place. Et il n'y a personne qui suggère d'enlever ça parce qu'ils en voient bien les intérêts. Maintenant, c'est ce qui conclut la partie sur votre ouvrage, mais j'aimerais en venir à l'actualité parce que l'actualité est riche dans votre cas. Vous êtes revenu d'exil en disant « l'heure est au rassemblement ». Oui. L'heure est au rassemblement pour l'indépendance, nous devons nous rassembler
pour militer en faveur de l'indépendance. Or, ma question n'est peut-être pas nécessairement pourquoi êtes-vous revenu maintenant, mais pourquoi êtes-vous revenu au PQ, le parti que vous aviez quitté, d'autant plus que l'Option nationale est maintenant une branche du Parti de Québec solidaire. Et ma seconde question, à laquelle vous pourrez répondre assez brièvement parce qu'on commence à manquer de temps, c'est pourquoi vous vous présentez dans Pointe-aux-Trembles. Je m'explique, il y a un jeune candidat de 31 ans qui a décidé, avant que vous fassiez votre retour en politique active, qu'il allait se présenter dans Pointe-aux-Trembles. Il se nomme Maxime Laporte, il est président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il a d'ailleurs reçu l'appui de Bernard Landry, un ancien premier ministre du Québec, alors que vous avez reçu l'appui du comité exécutif du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles, en plus de l'appui de Mme Nicole Léger, la députée péquiste sortante. Or, ma première question, pourquoi être revenu avec le Parti québécois? Et la seconde, pourquoi Pointe-aux-Trembles? Parce qu'en même temps, ça devient un petit peu une chicane de famille, dans la mesure où, puisque le Parti québécois a de la misère à rallier les jeunes, deux candidatures jeunes s'opposent dans la même circonscription. Merci de m'appeler jeune, mais j'ai 47 ans. Je ne sais pas jusqu'à quel âge on va me qualifier de jeune, surtout que... Mais, donc, la première question, pourquoi le Parti québécois? C'est que le seul parti dans le paysage actuel qui a été fondé pour faire du Québec un État souverain, c'est le Parti québécois. Et moi, je suis convaincu que c'est un parti qui a ça comme fondement de départ qui va la réaliser. Un parti qui a la souveraineté accessoirement comme une autre de ses propositions, à mon avis, ne sera pas assez concentré sur la chose pour que ça arrive. Et donc, je suis convaincu, puis je n'ai jamais prétendu détenir la vérité, mais je suis convaincu que c'est un parti qui a été fondé pour ça, comme René Lévesque et Jacques Parizeau l'ont fondé au départ, qui va le plus faire avancer cette cause-là. Et la raison de mon retour au PQ, c'est que, et pourquoi je l'avais quitté, c'est qu'à l'époque, j'avais des signaux qui me disaient que c'était plus le bon endroit pour militer en faveur de la souveraineté. Et moi, je me suis engagé en politique pour ça. Donc, les environnementalistes ont leur place en politique, plus grande équité sociale aussi, c'est des gens qui se lancent pour ça, c'est parfait, l'enseignement, l'éducation, c'est vital. Moi, j'y allais pour la cause souverainiste. Et quand j'ai vu que c'était pas dans la stratégie tellement à l'époque, j'ai préféré me retirer plutôt que de faire de la bisbille à l'intérieur. Donc, j'ai été un gars d'équipe jusqu'à la dernière seconde, puis je m'en suis retiré plutôt que de commencer la bisbille. Et en ce moment, le Parti québécois, à mon sens, est fermement redevenu le parti qui devrait être parce que, et M. Lisée l'a annoncé lors de mon retour en politique, je serai en charge d'un secrétariat qui va mettre à jour toutes les études pertinentes sur la souveraineté du Québec, en produire de nouvelles s'il y a lieu, mais remettre à jour toutes les études qui ont été faites sur l'État du Québec, sur le plan économique, constitutionnel, juridique, social, etc., pour savoir précisément où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on devrait aller à partir de là. Puis moi, je suis convaincu que la conclusion, ça va être qu'on devrait aller vers l'indépendance. Les études le diront. Mais bref, le fait d'avoir dit concrètement que ces études-là seraient mises à jour, d'autant plus que j'en serai en charge, ce qui m'enthousiasme beaucoup, ça m'a convaincu que le Parti québécois est résolument sur le chemin de l'indépendance. Et le fait de vouloir informer la population avant de lui proposer un projet de pays, je trouve que c'est responsable. Et d'ailleurs, souvenez-vous, en fait, souvenez-vous pas, peut-être vous l'avez lu parce que vous n'étiez pas né, mais un des premiers ministres qui avait commandé ces études-là, qui sont devenus par la suite la commission Bélanger-Campeau, c'était Robert Bourassa, qui est un premier ministre fédéraliste et qui avait quand même commandé des études sur l'État constitutionnel du Québec pour voir où on en était. Donc, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, on devrait souhaiter cet exercice-là de mise à jour d'où le Québec se situe sur plein de plans pour savoir ensuite où est-ce qu'on devrait aller. M. Parizeau l'avait fait, évidemment, avant le référendum, mais ça a même été fait au début des années 2000. Donc là, ça fait une quinzaine d'années qu'on n'a pas fait ces études-là. Et moi, j'ai bien hâte de travailler à les remettre à jour. L'autre question sur Pointe-aux-Trembles, en fait, Maxime et moi, on se connaissait d'avant. Et deux choses là-dessus. Premièrement, une investiture, ce n'est pas une chicane. C'est un choix démocratique des membres de qui devrait être leur candidat. Et dans à peu près, je n'ai pas les statistiques exactes, mais peut-être 20-25% des comtés au Québec, au Parti québécois, il y a une investiture. Ici, dans Marie-Victorin, pas très loin, Catherine Fournier, ils étaient 6 candidats là, quand elle a été élue candidate, puis qu'elle a ensuite gagné l'élection. Donc, une investiture, c'est en fait un des éléments qui font que le Parti québécois est le parti qui a le plus de membres au Québec, et de loin. Le Parti québécois, avec ses 80 quelques mille membres, a plus de membres que tous les autres partis réunis. Et le fait que les membres puissent se prononcer sur le choix de leur candidat, je pense que ça contribue fortement à un sentiment d'appartenance et à un intérêt dans l'implication politique. Et donc, c'est quelque chose de sain, une investiture. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que vous préfériez avoir une investiture ou être acclamé, tous les candidats vous diraient que c'est mieux d'être acclamé puis de ne pas avoir à passer à travers ça. C'est une élection de plus. Mais quand il y a investiture, c'est extrêmement sain. Et deuxièmement, Maxime savait que je m'en venais.
On s'était écrit, on se parle, on se connaît. Il savait très bien qu'il s'en allait dans une investiture. Et la raison pour laquelle j'ai dû annoncer un petit peu plus tard que lui, c'est que j'étais au chantier de l'économie sociale et j'avais beaucoup de dossiers à fermer en tant que directeur général avant de pouvoir annoncer publiquement que je m'en allais en politique, parce que le jour où on annonce qu'on fait de la politique, on ne peut pas travailler au chantier de l'économie sociale, qui est une institution non partisane. Donc, je devais fermer des dossiers qui m'ont pris quelques jours de plus, et dès que j'ai pu, je l'ai annoncé. Mais Maxime n'a pas eu de surprise, il savait qu'il s'en allait en investiture. Moi aussi, évidemment, par la force des choses, puisqu'il avait annoncé un peu avant moi. Donc, maintenant, on est 2 candidats à aller voir tous les membres du Parti québécois de Pointe-aux-Trembles en espérant les convaincre qu'on est le meilleur candidat. Puis c'est une chose qui est très saine, je pense, pour un parti politique. Parfait. C'est maintenant à votre tour, membre de l'auditoire, de vous présenter au micro si vous avez des questions adressées à M. Hassan dans le cadre de son ouvrage. Il y a un micro fixe juste ici auquel vous pouvez vous présenter. Sinon, il y a également un micro qui va circuler à travers la salle. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait envie de s'avancer, de briser la glace et de poser une question, que ce soit sur l'ouvrage ou sur l'actualité. Je vous prierai tout simplement de vous nommer avant de poser votre question. Je m'appelle Simon Girard, je suis dans Verchères. J'avais une question pour vous en tant qu'économiste. Que pensez-vous du budget Lighthouse? Je pense que j'en pense pas mal la même chose que tout le monde qui l'a vu parce que c'était trop gros. C'était clairement... puis si vous avez l'occasion, allez voir les vidéos de RDI Économie, de Gérald Filion qui parle au ministre des Finances et qui démontre clairement qu'au lieu de tout couper pendant quelques années et de faire des gros cadeaux à la fin, on aurait pu arriver au même résultat d'équilibre budgétaire en y allant graduellement, en coupant un petit peu ou en restructurant un petit peu plutôt que d'y aller en économie, on dit boom and bust. Donc, on coupe tout. Là, tout le monde a des conséquences, puis ensuite, on fait des gros cadeaux. Et je pense que cette façon-là de faire des choses un peu austères en début de mandat, puis donner des cadeaux en fin de mandat quand l'élection approche, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui va tomber dans ce piège-là, moi. Les gens qui vont voter libéral à la prochaine élection sont, à mon avis, des libéraux indécrottables qui vont toujours voter libéral toute leur vie pour les raisons qui leur appartiennent et c'est démocratique. Mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui pensaient voter autre chose, qui vont se dire « Tiens, c'est un gouvernement généreux, je vais voter Parti libéral cette fois-ci. » Puis là, je ne veux pas faire de partisanerie. Là, je dirais la même chose si la CAQ ou le PQ utilisaient cette tactique-là. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un État qui est stable dans ses services et dans les impôts qui retire de la population, plutôt que d'avoir des espèces de manipulations contextuelles selon l'élection qui est plus proche ou plus loin. Et donc, le simple fait qu'à peu près tout le monde a été couvert dans ce budget-là avec un petit quelque chose. Est-ce que c'est un mauvais budget? Non, parce que ça a fait plaisir à certaines personnes, mais est-ce que c'est un budget qui n'était pas électoral? Non. C'est un budget qui était très électoraliste. Et ça, je pense que ça contribue peut-être au cynisme. Les réactions ont été unanimes, en fait, à ce budget-là. C'était très électoraliste. Donc, c'est même pas de la partisanerie de le dire. Puis, je pense même M. Lighthouse avait quelques difficultés à se défendre de ça dans ses entrevues qu'il donnait. Là. Il y a des faits devant lui. Donc, ceci dit, je pense qu'au Québec, on est relativement social-démocrate. Donc, quel que soit le gouvernement en place, évidemment qu'il y a des partis qui sont plus progressistes que d'autres, mais on est loin de l'extrême droite. Là. On n'aura jamais de parti d'extrême droite comme il y en a malheureusement en Europe et dans d'autres régions du monde. Et même à une autre époque, les gouvernements libéraux étaient pas mal progressistes et social-démocrates. René Lévesque sort d'un de ces gouvernements-là. Jean Lesage, les libéraux de Jean Lesage, ce n'étaient pas les libéraux d'aujourd'hui. Ceux qui lisent là-dessus, vous pouvez voir la différence idéologique est assez claire. Mais bref, c'était un budget électoraliste. Et j'espère bien que si un jour je fais partie d'un gouvernement, je pourrai contribuer à ne pas faire en sorte que ce soit des budgets électoralistes comme ça, puis que ce soit des choses un peu plus lisses dans le temps et, encore une fois, toujours viser l'intérêt collectif. Et juste pour compléter sur cette question-là, il y a quand même beaucoup de conséquences négatives de la façon dont les finances publiques ont été gérées dans les dernières années. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font partie ou non de l'économie sociale, parce que le secteur communautaire, ce n'est pas de l'économie sociale en tant que tel, parce qu'il faut qu'il y ait un volet marchand pour être de l'économie sociale. Mais il y a beaucoup d'organismes qui ont souffert énormément des coupures durant l'ère de l'austérité. Et quand je lance un chiffre comme ça, quand on enlève 1000 à travers le temps, puis qu'on donne 200 la dernière année, et qu'on insiste sur le message marketing que c'est plus 200, c'est quand même moins 800 en tout, là. 1000 moins 200, ça ne redonne pas un surplus, ça donne quelque chose qu'on a perdu. Et je pense que les dernières années ont fait mal à bien des secteurs d'économie, bien des regroupements, bien des gens qui sont dédiés et dévoués à l'intérêt collectif,
qui ont été vraiment maltraités par l'austérité. Il y a eu beaucoup de livres décrits là-dessus, beaucoup de chroniques. Donc, c'est pas des décisions politiques avec lesquelles j'étais en accord, moi. Puis il y a une façon de s'assurer que ça ne revienne pas, c'est les élections du mois d'octobre. Puis chacun votera selon ce qu'il souhaite, mais je pense que les gens ont compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question pour M. Hassan, que ce soit sur son ouvrage, sur l'actualité? Okay. On aura le temps, malheureusement, pour une dernière question. Allô, Caroline Mélenchon. En fait, avant, vous avez parlé de la gratuité de la scolarité. Puis vous avez dit également que ça allait au début un peu restreindre les places. Je me demandais, est-ce que vous avez peur que ça va décourager les gens à vouloir continuer leur éducation s'ils savent qu'il y a beaucoup de places restreintes au début? Restreindre les places? Bien, dans le fond, en amenant que tout le monde peut rentrer à l'université gratuitement, vous avez dit que tantôt que ça va peut-être un peu restreindre les places au début. Peut-être c'est juste moi qui l'ai mal compris. Non, je ne sais pas d'avoir dit ça. En fait, non, je ne pense pas avoir dit ça, mais ce qui peut être... moi, je suis d'accord avec une gratuité scolaire balisée. C'est-à-dire que l'hypothèse, c'est que les services que cette personne-là va donner à la collectivité par la suite par ses compétences, sa formation et tout, et les impôts qu'elle va repayer, valent plus que le coût de sa formation. Donc, il faut un jour qu'il y ait une contribution à la société. Parce que quelqu'un qui se dit, c'est gratuit, je vais faire 8 baccalauréats, puis je vais être aux études toute ma vie, je ne sais pas si c'est à la collectivité de payer toute sa vie pour qu'il soit à l'école sans jamais redonner à la collectivité. Donc, la gratuité scolaire balisée pourrait être sous la forme que quelqu'un qui suit un parcours normal, c'est gratuit. Quelqu'un qui veut faire un 12e baccalauréat, il pourrait contribuer un peu au coût de sa formation. Ou quelqu'un qui est dans un domaine où il n'y a absolument pas d'avenir. Par exemple, moi, si j'avais voulu être danseur de ballet, je pense que ça aurait coûté cher à la société parce que je n'aurais jamais atteint des sommets. Donc, je pense que quelqu'un qui fait ça par loisir plus que par contribution future à la société pourrait contribuer un peu. Mais les gens qui ont une idée de formation en tête ne devraient jamais avoir de barrière financière à leurs études. Donc, je ne pense pas que ça limiterait les places. Et je ne pense pas non plus qu'il y aurait un afflux incroyable dans tous les programmes de doctorat au Québec. Il n'en demeure pas moins que les gens vont dans des domaines d'études qui les intéressent. Et moi, je pense que c'est un investissement qui en vaudrait clairement la chandelle, non seulement en termes sociaux et philosophiques, mais en termes économiques aussi. Monsieur, vous aurez la chance de poser votre question finalement. Merci. Pierre Côté, je suis directeur général de la Fondation ici au Cégep. Bonjour. Dans la question que vous avez posée, je ne suis pas sûr que vous avez totalement répondu par rapport à l'investiture Oui. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi ce comté-là plutôt qu'un autre, par exemple. Ah oui, OK. Ben, en fait, oui, c'est vrai, merci. Ça, c'est un aspect important. En fait, d'abord, Pointe-aux-Trembles, c'est à Montréal. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est en banlieue, mais c'est sur l'île de Montréal. Puis moi, je suis un père de famille montréalais. Je suis un Montréalais de longue date. C'est la ville où j'ai habité le plus dans ma vie, donc je me considère Montréalais. Et je me suis engagé à me présenter sur l'île de Montréal pour faciliter la conciliation travail-famille. Parce que quand on est député, s'il faut en plus qu'on fasse 1 heure ou 2 de voiture pour se rendre au bureau, c'est du temps de famille qui est coupé. Donc, je vais être député sur l'île où je vis. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Et en plus, Pointe-aux-Trembles, c'est un comté qui ressemble pas mal à celui que j'ai déjà représenté. Même si ce n'était pas à Montréal et c'était même loin de Montréal. Le comté de Nicolet-Yamaska, c'est un comté dans lequel les gens sont très proches de leurs députés. Et à Pointe-aux-Trembles, les gens sont très proches de Mme Léger. C'est pas un comté urbain où une bonne partie de la population ne sait même pas ceux qui sont députés puis s'y intéressent pas trop. Donc, c'est vraiment un comté où les gens sont très proches. Puis j'ai cette expérience-là. Puis c'est le genre de député que j'ai aimé être à Nicolette dans mon premier mandat. Et je pense que c'est tout indiqué d'être dans un genre de comté similaire sur l'île de Montréal, en plus, près d'où j'habite. Puis je vais sans doute aussi me rapprocher du Pointe-aux-Trembles, évidemment, sur le plan domiciliaire. Donc, toutes ces raisons-là, plus la raison aussi que, je le disais tantôt, c'est les militants qui font la force d'un parti. Puis Pointe-aux-Trembles a un grand historique de souverainisme et de progressisme. Et c'est en droite ligne avec mes valeurs à moi. Donc, je me retrouve dans mon élément à Pointe-aux-Trembles pour toutes ces raisons-là. Puis c'était clair dès le départ que c'était un comté montréalais que je voulais. Quand Mme Léger a annoncé son départ, c'est sûr que c'est là que mon intérêt se portait tout de suite. Et comme je le disais tantôt, l'autre candidat le savait, puis c'était son choix d'aller en investiture tout à fait démocratique et je respecte ça. Donc maintenant, c'est à moi de faire les efforts pour remporter l'investiture. C'est tout ce que je peux faire. Donc, en conclusion, juste avant de procéder au tirage, j'aimerais d'abord vous remercier de votre participation à ce Mon Petit Entretien, d'être venu nous rendre visite ici au Cégep Édouard-Montpetit. Je voudrais d'ailleurs, au nom de tous, vous souhaiter bonne chance à l'investiture dont on connaîtra l'issue le 15 avril prochain. Et j'aimerais vous laisser le mot de la fin, juste avant de procéder au tirage, sur quelle est la place des jeunes. Parce que vous terminez votre ouvrage avec un optimisme assez convaincu, assez convaincant également, lorsque vous dites « Les cyniques diront qu'où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Les fonceurs répondront qu'où il y a de l'homme, il y a de l'humanisme. » Et vous terminez en disant, ou presque,
Mais nous, la population, nous avons la force du nombre, si tant est que nous décidions d'être nombreux. Il n'en demeure et il n'en tient qu'à nous. Donc, quelle est la place des jeunes dans ce tient qu'à nous? Moi, j'ai fait beaucoup de petites rencontres comme celle-là dans les cégeps et les universités. Puis quand on avait plus de temps d'échange, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui me disaient qu'ils n'aimaient pas la politique puis qu'ils n'en feraient jamais parce qu'ils trouvaient ça laid, ce qu'ils voyaient. Et moi, je répondais tout le temps que c'était la meilleure raison pour y aller s'ils trouvent ça laid. Parce que sinon, c'est ceux qui trouvent ça beau qui y vont puis ça ne change pas. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, puis que vos valeurs ne sont pas représentées, puis que la façon de faire n'est pas la vôtre, allez-y pour changer ça. Puis dans le livre, je parle un peu des 3 piliers d'une société. Il y a 3 grands piliers dans toutes les sociétés, puis les meilleures sociétés sont celles qui ont équilibré les 3 piliers du gouvernement, du secteur privé, puis du collectif. Puis l'économie sociale entre dans le collectif avec les syndicats, le communautaire, etc. Et ces 3 piliers-là doivent être forts et équilibrés, mais le pilier où ça se décide encore, le cadre juridique, les réglementations, les façons de faire, c'est encore le pilier gouvernemental. Et donc, j'espère ici qu'il y a plusieurs futurs candidates, que ce soit municipal ou au national. J'ai de la misère à dire provincial, au national, parce que c'est encore là que ça se décide. Puis par expérience, je peux vous dire, c'est un boulot qui est épuisant, mais qui est extrêmement gratifiant quand on voit qu'on peut faire une différence dans quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, je vous incite fortement à vous présenter un de ces 4 quand vous serez prêt. Peut-être pas en même temps que vous aurez des enfants, par exemple. Si je peux vous donner un conseil, faites ça avant la famille ou quand la famille est un petit peu plus vieille. Parce que moi, j'ai dû prendre une pause de politique. Quand mes enfants avaient 2 ans, je me suis rendu compte que je ne les avais pas vus dans les 2 premières années. Il y avait quelque chose qui clochait. Donc, si vous pouvez vous enlever un peu de difficulté quand vous irez en politique, faites-le avant ou après les jeunes enfants. Ce serait un bon truc. Nous allons présentement, à l'instant, procéder au tirage des 3 exemplaires de la gracieuseté de la librairie coopérative du Cégep Édouard-Montpetit. Je vous invite donc à prendre tous vos coupons. 612 6690. 6690. 612 6690, oui. On a une gagnante. 612 6711 6711. 612 6687. 6687. Je ne sais pas si vous pourriez répéter le deuxième numéro, oui, parce qu'on a le pas eu 6711. Parti. J'ai un 4e. 6695. Bingo. Ouais, parfait. Donc, merci beaucoup, M. Hassan. Merci à vous. Au Cégep Édouard-Montpetit. Bonne continuation.